Alors, bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. L'objectif de cette capsule, c'est de présenter la solution du problème CTB-Cité dette P1 qui porte sur la dette à long terme, donc sur la comptabilisation et sur la présentation de la dette à long terme dans les états financiers. OK, donc nous avons les informations de départ, donc par rapport à la dette. Donc, premièrement, la dette a permis d'acheter un équipement le 1er mai 2023. Et donc, ici, la date sera importante. En plus de l'équipement, on a eu des frais de transport, des frais d'installation liés à l'équipement. On a un emprunt hypothécaire ici qui nous a permis de financer 100% de l'achat avant le montant de TVH. Le taux de l'emprunt est de 7%. La durée est de 10 ans. On nous dit que le paiement mensuel aura lieu le dernier jour du mois, en commençant le 31 mai, donc à la fin du mois de l'acquisition. La fin d'exercice est le 31 juillet. Ça nous dit que l'amortissement, le choix de la méthode d'amortissement est l'amortissement linéaire sur 10 ans. La valeur résiduelle à ce moment-là est nulle, donc est de 0 $. L'entretien de la machine a lieu le 10 juillet 2023 pour un montant de 8 500 $ qui sera payé comptant. On a deux éléments qui nous sont demandés. Donc, premièrement, de faire la comptabilisation des écritures, puis deuxièmement, de préparer le bilan partiel et les notes complémentaires au 31 juillet 2023. Donc, dans un premier temps ici, donc j'ai la partie des écritures. Ici, j'ai la section de la présentation. Donc, déjà, je peux aller placer une certaine structure de ce que j'aurai besoin de présenter pour ce problème-là. Donc, si je commence par la présentation, ok. Donc, premièrement, je vais venir placer la section de mon bilan. Ok. Donc, peu importe qu'est-ce que sera mes écritures, je sais que cette partie-là ne changera pas. Donc, dans ce problème-ci, il n'y a pas de nom d'entreprise, donc on va tout simplement indiquer nom de l'entreprise. Donc, un bilan partiel, parce qu'on ne présentera pas le bilan complet. Puis ma fin d'année est le 31 juillet 2023. Je vais juste mettre mes bordures que j'ai. OK, donc le 31 juillet 2023. Donc, ça, c'est ma première partie pour mon bilan partiel. Donc, ce que je sais que j'aurai à présenter dans mon bilan, donc, j'aurai dans la section d'actifs, je vais avoir mes immobilisations corporelles. Donc, si j'ai acquis un équipement, donc je vais avoir mes immobilisations corporelles. Donc, les immobilisations, c'est la note que je vais devoir ajouter. Donc, ici, je vais mettre la note 3, là, étant donné que on ne sait pas vraiment le numéro de note qu'on a. C'est la seule chose que je vais pouvoir placer dans ma section des actifs. Dans ce problème-ci, c'est la seule information que j'ai. Ensuite, passifs et capitaux propres. J'ai ma section de passifs à court terme. Ma section de passifs à court terme. Donc, j'aurai probablement ici la section, dans ma section de passifs à court terme, si j'avais un problème complet ici, j'aurais probablement ces lignes-ci. Donc, mon emprunt hypothécaire qui serait présenté, mes créditeurs et frais courus, mon impôt à payer, mon dividende à payer. À la dernière ligne, j'aurai ici la tranche de la dette à long terme échéant à court terme. OK, puis c'est exactement ce que je vais venir placer ici. À court terme, puis encore une fois ici, je vais mettre une note. Donc, c'est pas présenté directement dans le bilan, c'est présenté par voie de note. OK, cet élément-là. OK, ensuite, je vais avoir donc, je vais juste mettre les 3 petits points aussi pour dire ici qu'il y aura la section du total qui sera présentée. Et dans le passif à long terme,
je vais avoir la ligne dette à long terme. Dette à long terme qui va être présentée sur la même note. OK, donc tout à l'heure, je vais avoir les montants que je vais venir placer ici. Mais déjà, toute la structure du bilan, je peux déjà venir la présenter. Et puis finalement, ici, bien, je peux ajouter mon total du passif, okay, qui sera présenté. OK, que j'aurai pas au complet. OK, donc, aussi, si j'y pense, OK, quand je prépare un bilan, on n'oublie pas que les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. OK, donc ça va pour l'extrait de mon bilan. Là, comme j'ai présenté, ici, j'ai fait des renvois des notes, donc je dois aussi préparer les notes. OK, donc pour les notes, je vais venir placer ici, encore une fois, un en-tête. OK, donc on va tout simplement mettre un extrait des notes complémentaires aux états financiers. Dans ce cas-ci, c'est pour l'exercice terminé le 31 juillet 2x3. Donc, au niveau des notes, OK, donc j'ai toujours, si on les fait au complet, donc on a toujours la note 1 qui présente le statut et nature des activités. La manière que le problème est monté actuellement, j'ai pas cette information. OK, donc, on va tout simplement mettre juste un petit détail ici, l'entreprise. OK. On sait par exemple qu'il y a toute société par action. OK, qui va nous donner le détail. Ensuite, on a la note 2. OK, donc la note 2 qui est la note 2 qui nous présente les méthodes comptables. Donc, au niveau des méthodes comptables, la première phrase au niveau des méthodes comptables, c'est toujours la société applique les normes comptables pour les entreprises à capital fermé, qu'on appelle les NCECF. OK, donc ça, c'est toujours la première phrase. Ça dit c'est quoi les normes qu'on utilise dans ces états financiers-là. Donc, ce ne serait pas les NCECF, ce serait les IFRS ou les normes pour les OSBL. Au niveau des méthodes comptables, donc normalement, à ce stade-ci, normalement, c'est plus du copier-coller à partir des modèles que nous avons. Donc, ça, il va pour les méthodes comptables liées aux immobilisations corporelles. Donc, à ce moment-ci, je vais faire un copier-coller, donc à partir des informations qu'on a. Donc, au niveau des immobilisations corporelles, donc, tout simplement placer ça ici. OK. Fait qu'ici, on a linéaire 10 ans. OK. Alors, c'est les informations qu'on a en haut. Ensuite, on a les normes pour les instruments financiers. OK. Donc, on a la note pour les instruments financiers qui sont sensiblement toujours les mêmes quand on parle de la dette à long terme, puis des passifs. OK. Donc, la société évalue ses actifs financiers, ses passifs financiers à la juste valeur. Les passifs financiers évalués à la juste valeur après amortissement sur la méthode linéaire se composent de la dette à long terme. Et donc, ce sont nos instruments financiers. Donc, ça, c'est la note 2. Ensuite, la note 3. OK, donc la note 3, en ordre de ce qui apparaît au bilan, ce serait
pardon, je suis allée trop haut. Ce serait mes immobilisations corporelles, okay, qui vont être présentées ici à ma note 3. De ce que je sais de mon problème, tantôt je vais venir la compléter, mais ce que je sais, c'est que j'aurai OK, donc j'aurai mon équipement. Quand je présente mon immobilisation corporelle, je vais présenter son coût, son amortissement cumulé et sa valeur comptable. Okay, donc, dans l'exemple que je fais en ce moment, j'ai pas besoin de mettre les informations de l'année passée parce que je les ai pas. Donc, c'est probablement sa première année d'exploitation. Okay. Je vais juste venir ajuster ici pour qu'on voit mieux. Ici. Oh. OK, donc si je place tout ça au milieu pour que ce soit beau. Et voilà. Donc, tout à l'heure, je vais venir placer ces informations-là ici quand je les aurai. Finalement, j'aurai la note 4. OK, donc la note 4 ici qui présentera les informations sur ma dette à long terme. OK, donc ça va être la même note pour la tranche à court terme puis la tranche à long terme. Donc, au niveau de la dette à long terme, je peux déjà, même si j'ai pas fait la comptabilisation, je peux déjà venir placer beaucoup d'informations. Donc, la première chose à placer dans la note, je le sais que je dois placer tout le détail lié à mon emprunt hypothécaire. Et donc, je vais venir placer ici que c'est un emprunt. Un emprunt hypothécaire qui est garanti par de l'équipement. C'est un taux de 7%. Remboursable par versement mensuel égaux de. Là, je vais venir mettre un espace, je vais mettre ici des astérix, là, parce que je vais devoir venir le compléter tout à l'heure. OK, échéant dans 10 ans. OK, donc ça, c'est la première partie des informations que je dois partager. OK, donc on va passer ça à gauche, puis je vais le mettre en jaune parce que lui, je vais devoir venir le compléter. Je ne dois pas l'oublier à la fin de venir mettre mon paiement. Ensuite, ici, je vais toujours présenter ma tranche de la dette à long terme, échéant à court terme. Puis finalement, j'aurai ma section de ma dette à long terme. OK, donc tout à l'heure, je vais devoir venir présenter le total de ma dette à long terme ici, mon total, ma portion à court terme, puis finalement la différence qui sera ma dette à long terme. OK, donc je vais devoir venir compléter cette partie-là tout à l'heure. Également, dans ma dette à long terme, dans ma note sur les dettes à long terme, je vais devoir venir présenter ici les versements en capital des 5 prochaines années. Et je vais venir présenter cette note-là encore une fois. Et donc, mes années subséquentes, donc là, je suis au 31 juillet 2000X3, donc 2000, je vais mettre 2023 par exemple. Ah, c'est ici, j'ai mis. OK, donc on va venir placer ici l'année 2024, 2025, 2026, 2027. OK, donc là, je peux venir faire tout simplement ici, là, ça va aller plus rapidement. Puis je vais venir placer 5 années. OK, déjà, je sais que cette année-là va être égale à ce montant-ci. OK, donc ça aussi, ça va être à venir compléter à la fin.
Si je veux faire ça comme il faut, je peux déjà venir lier que mon immobilisation corporelle, ce sera celle ici qui sera présentée. Ma portion de ma dette, de ma tranche de la dette à long terme échéant à court terme, ce sera le montant qui sera ici. Puis le montant de ma dette à long terme, ce sera le montant qui sera présenté ici. OK. Je vais juste mettre ça aussi en jaune, qui sera mes sections à compléter. Donc, si je regarde ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé toute la présentation de ma dette à long terme et de mon immobilisation corporelle aux états financiers. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de venir comptabiliser ces écritures. OK. Donc maintenant, si je viens à la comptabilisation. OK, à la comptabilisation, dans un problème où ça me demande de faire toutes les écritures, c'est important que j'identifie bien toutes les écritures que j'ai à faire. OK, donc si je regarde ici au niveau des dates, donc j'ai l'acquisition en date du 1er mai, j'ai les paiements en date du 31 mai, j'ai une fin d'exercice en date du 31 juillet, j'ai un entretien en date du 10 juillet 2023. OK, donc ça me situe les principales dates à laquelle je devrais avoir des écritures. OK, donc si je viens les placer ici, OK, donc j'ai le 1er mai ici que j'ai une acquisition. OK, donc le 1er mai, j'ai une acquisition. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure que j'avais aussi un paiement le 31 mai. OK, donc le mai 23 ici, j'ai mon acquisition. Le 23 mai, j'ai mon premier paiement, OK, qui est la fin du mois. Ensuite, donc là, j'ai terminé mon mois de mai. Au mois de juin, selon les informations, j'ai pas d'autres, j'ai rien de particulier. Par contre, je vais avoir un paiement à la fin du mois. Et donc ici, je vais avoir mon deuxième paiement. Au niveau du mois de juillet, par contre. Et donc, au niveau du mois de juillet, j'ai cette transaction-là ici d'entretien-réparation. Et donc, ici, au 2023 07 10, OK, j'ai mon entretien-réparation. Ensuite, j'ai des écritures probablement en date du 31 juillet. 7, 3, 1. Donc, j'aurai certainement mon troisième paiement. OK, qui est, là, ici, je vais juste le spécifier. OK, donc mon paiement tombe exactement sur la même date que ma fin d'année. Donc, j'aurai pas d'intérêt couru. OK, donc il est égal à la date de fin d'exercice, donc pas d'intérêt couru à comptabiliser. Voyons. Mais par contre, je sais que dans mes régularisations, je vais avoir de l'amortissement. OK, parce que depuis le mois de mai, j'ai un compte d'équipement. OK, donc ça, ce sont les écritures que j'ai à faire. OK, donc si j'y pense, est-ce que j'ai d'autres écritures que ça à faire? OK, donc c'est vraiment les écritures que je vais avoir à compléter. Donc, je peux déjà commencer par la première. Donc ici, l'acquisition. Donc, ça me dit que j'ai acquis un équipement à 65 000. J'ai des frais de transport de 2 000 et des frais d'installation de 12 000 $. Donc, je sais que dans une immobilisation, quand je comptabilise une immobilisation, je vais inclure au coût de mon immobilisation tous les coûts qui ont été, toutes les dépenses qui ont été faites dans le but de rendre l'immobilisation utilisable. Donc, dans ce cas-ci, on peut présumer que si j'ai pas le transport ou l'installation, je ne peux pas utiliser mon équipement. OK, donc on n'a pas beaucoup de détails, mais on comprend que ces frais-là sont essentiels à l'utilisation de l'équipement. Donc, je vais venir comptabiliser ici mon équipement à l'endroit que je l'ai prévu. Donc, si je comptabilise mon équipement, je vais utiliser le compte équipement.
Ensuite, j'ai de la TVH okay, qui me sera remboursée. Ça me dit que c'est financé par emprunt hypothécaire, mais qu'il y a une partie qui sera payée comptant, étant donné que l'emprunt hypothécaire couvre seulement la partie avant TVH. Donc, maintenant, la question à se poser, c'est quel montant je vais mettre à l'équipement. Donc, le montant qui sera à l'équipement, ce sera donc le montant de 65 000 plus les frais qui me permettent de rendre l'immobilisation utilisable. Au niveau de la TVH, okay, donc, on va venir indiquer mon taux de TVH ici. Comme ça, je pourrai toujours m'y référer. OK, j'ai fait ça 13. OK, donc mon taux de 13%. OK, donc comme ça, je vais l'écrire tout simplement juste une fois. Le taux de 13% ici. L'emprunt hypothécaire, donc ça disait que c'était financé à 100%, seulement pour la portion avant TVH. OK, donc je vais mettre ma section ici. Mon emprunt hypothécaire à 79 000. Puis là, pour la section qui sera payée comptant, mais c'est seulement la portion TVH. OK, donc j'oublie pas mon libellé ici. J'ai fait quelque chose de pas correct. Et voilà. OK, donc j'ai comptabilisé mon équipement. OK, donc qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est de venir comptabiliser mes versements. Quand on parle d'un emprunt hypothécaire, ce qu'on doit faire pour comptabiliser un versement, donc un emprunt hypothécaire, il faut préparer un tableau d'amortissement de la dette. Le tableau d'amortissement de la dette va nous être utile également pour venir compléter la présentation de la dette à long terme par la suite. Okay? Donc, je fais mon tableau d'amortissement. Okay? Donc, qui comprend toujours ici les mêmes caractéristiques. Et donc, moi, c'est les colonnes que j'utilise ici. Il y a d'autres manières de faire le tableau d'amortissement. Donc, si vous regardez des fois sur Internet ou dans les livres, il y en a des professeurs ou des gens qui le font d'une autre manière. Moi, c'est comme ça que je le fais. Si vous trouvez une autre manière qui vous convient, allez-y. Si on récapitule les colonnes ici, donc au niveau de la date, donc c'est la date, les dates importantes qui affectent les transactions. Le solde de début, donc c'est le solde sur lequel sera calculé les intérêts. Les intérêts ici, donc c'est le solde de début, okay, qui sera multiplié par le taux d'intérêt par période. Okay, donc ça, c'est ce qu'on va mettre ici. Okay. Tiens, on va leur donner un peu d'espace. Le taux d'intérêt, le solde de début multiplié par le taux d'intérêt par période. Le capital ici, je vais juste copier ça. Oh. Je vais juste copier ça ici pour avoir le même format. Le capital, hop, j'ai oublié une colonne. Importante ensuite, en plus de ça. OK, c'est la colonne paiement. OK, donc la colonne paiement qui est importante. OK, donc la colonne paiement, bien sûr, qui est importante. Donc, le capital ici, ça se trouve à être le paiement moins qu'est-ce qu'on aura mis dans les intérêts. Et finalement, le solde de fin, ce sera le solde de début, okay, moins le capital. Décidément,
Et donc, le solde de fin, je vais répéter, solde de début moins le capital. OK, donc, ça nous donne les formules qu'on va devoir utiliser. Ici, au niveau du paiement, on va venir le calculer directement. Donc, avant de commencer mon tableau d'amortissement, moi, j'aime toujours venir ici pour déjà placer mes valeurs. OK, donc au niveau du taux, on sait que ce taux-là, c'est le taux annuel, mais c'est des paiements mensuels. Donc, je vais venir diviser tout de suite ça par 12. OK, donc pour présenter mon taux mensuel. Également, au niveau de la période, en fait, ça me dit que c'est sur 10 ans, mais c'est des paiements mensuels. Donc, ça veut dire que je vais avoir 10 fois 12 paiements pendant ma période. Donc, ici, je suis en pourcentage. Là. Je vais juste venir le replacer ici. OK? Donc, le 7% ici correspond à mon I, qu'on appelle en finance, puis le 120 correspond à mon N. OK? Donc, ça, c'est mes valeurs qui ne changeront pas. Donc, maintenant que j'ai placé ça, je peux venir construire mon tableau d'amortissement, le compléter. Donc, moi, je mets toujours ici la date, premièrement, qui est la date d'emprunt. OK, donc, qui est la date d'emprunt hypothécaire. Donc, qui est la date à laquelle les intérêts vont commencer à être calculés. Au niveau du montant financé, on a dit tout à l'heure que c'était, je l'ai fait dans mon écriture, là, donc, c'était mon 79 000. OK, donc, correspond à mon montant de mon équipement plus les frais engendrés. Le premier paiement est le 31 mai 2023. OK, donc, il se trouve être à la fin du mois. Mon solde de début, bien entendu, c'est équivalent à mon solde de fin. Mon paiement maintenant. OK, donc, moi, je vais venir calculer mon paiement ici. Donc, le paiement, j'utilise la formule VPM. Donc, je fais égal VPM, j'ouvre la parenthèse. Ça me demande le taux. Le taux, c'est important que ce soit mon taux par période. Donc, le taux que j'ai calculé ici, quand je suis venu diviser mon taux d'intérêt annuel par 12. Ensuite, le nombre de paiements. Donc, c'est ma période de 10 ans multiplié par 12 mois. Donc, c'est mon 120. Toujours, je mets mon point-virgule. Ma valeur actualisée, c'est la valeur du montant que je veux financer aujourd'hui. OK, donc le montant que je veux emprunter en date d'aujourd'hui, c'est 79 000. Mais c'est important que je vienne le mettre en négatif. Donc, j'ai ajouté un moins. Donc, je vais venir mettre ici ma valeur. OK, donc, mon paiement ici, OK, je vais me trouver une autre couleur, ça va me mettre en bleu. Donc, mon paiement ici, il est de 917,26. Donc, dans mon tableau d'amortissement de la dette, je vais venir lier ici à mon paiement. Puis, pour pas que cette valeur-là change, parce que ça va toujours être la même, je viens cliquer ici sur le code, donc sur C12, puis je vais venir mettre F4. OK, donc là, mon paiement, il ne bougera plus. OK, vous voyez, ça a ajouté un signe de dollar avant la colonne, puis avant le numéro de la ligne. OK, donc ça ne changera plus. Maintenant, on va venir calculer les intérêts. OK, donc comme j'ai écrit en haut ici, on va faire le solde de début, OK, qui va changer d'un mois à l'autre, multiplié par le taux d'intérêt, donc par le I. Et, encore une fois, dans ma cellule, le C10, qui est mon taux d'intérêt, lui, il ne changera jamais. OK, le 0,58%, ce sera la même chose pour tous les paiements. Donc, je vais venir faire F4 pour lui aussi. Je le fais pas pour le G5 parce que lui, je veux qu'il change à tous les mois. Au niveau du capital, donc ce sera toujours mon paiement moins mes intérêts. Donc lui aussi, je veux que ça change d'une ligne à l'autre. OK, donc je viendrai pas faire de F4. Ensuite, pour le solde de fin, donc le solde de fin correspond à ce que j'avais au début avant mon paiement, moins la portion de mon paiement qui est allé à mon emprunt hypothécaire. OK, donc j'ai obtenu mon solde de début. Donc, un coup que j'ai fait ma première ligne, OK, je vais pouvoir venir descendre, OK, mes formules. Par contre, avant de faire ça, je dois venir régler la situation des dates. OK, pour les dates dans Excel, peut-être que vous connaissez d'autres trucs, mais en tout cas, bref, moi, la manière que je le fais, c'est que je vais venir indiquer à Excel que je veux avoir les fins de mois. OK, donc, pour avoir les fins de mois, je vais venir écrire quelques mois. OK, donc quelques fins de mois.
Donc, je vais en écrire 3 pour cet exemple-là. Donc, j'ai le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet 2023. OK? Donc, un coup que j'ai fait ça, donc je sélectionne mes 3 fins de mois, puis je vais venir descendre ça ici. OK? Puis je m'assure que ça fonctionne. Donc, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, oui. Donc, vous voyez, j'ai les fins de mois. OK? Donc, ça a fonctionné. Donc, je vais pouvoir venir descendre ça ici. Je vais juste m'ajouter une ligne parce que je suis rendu collé sur mon journal général. OK? Donc, au niveau des formules, ça, c'est assez simple. Donc, je prends ma première ligne. Puis, à ce moment-là, je vais pouvoir venir descendre ici. OK? Donc, je vais pouvoir venir descendre. Quand j'ai mon tableau d'amortissement comme ça, ce que je vous conseille, c'est de venir déjà identifier les sections qui sont les lignes qui sont les fins d'année. Donc, rappelez-vous que ma fin d'année dans cet exercice-là, c'était le 31 juillet 2023. OK? Donc, je vais venir placer ici un élément pour me permettre de remarquer cette partie. Donc, 31 juillet 2023, 31 juillet 2024, 31 juillet 2025, 31 juillet 2026, 31 juillet 2027. OK? Donc, en fonction des informations que j'ai à fournir, je le sais que je dois avoir au moins 6 fins d'année. Donc, ça, c'est ma fin d'année courante. Puis maintenant, je veux avoir les fins d'année des 5 prochains exercices pour pouvoir placer mes versements. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, j'aurai assez de fins d'année. Le temps qu'elle va avoir, tiens, je vais la placer ici. OK? Donc, maintenant que mon tableau d'amortissement est complété, je vais pouvoir venir comptabiliser ma dette dans mon journal général. OK, donc maintenant, pour comptabiliser le paiement de ma dette, pardon, donc c'est toujours les mêmes comptes. Donc ici, j'ai mon emprunt hypothécaire. Là, ensuite, j'ai mon intérêt. Donc, on a déjà vu le compte charge d'intérêt. Moi, dans ce cas-ci, on va être un petit peu plus précis. Donc, on va dire intérêt sur la dette à long terme. Puis finalement, l'encaisse. OK? Donc, encore une fois, je vais juste ajouter une ligne ici pour faire de la place dans mon journal général. Faire le bas. Oh, j'ai peut-être un peu exagéré sur l'espace. Et voilà, tiens. OK, l'encaisse. Donc, puis finalement ici, je vais venir mettre et voilà. Okay. Donc, maintenant, donc pour venir enregistrer mon paiement du 31 mai. OK, donc, et mon paiement ici, je vais venir placer ces 3 informations. OK, donc, j'ai mon paiement, donc, qui est le montant qui va sortir de ma caisse. Je vais juste prendre les couleurs. Donc, mon paiement, j'ai mon intérêt, OK, qui est le montant que j'ai calculé. Puis j'ai la portion capitale qui va venir diminuer mon emprunt hypothécaire. On va prendre le orange. OK? Donc, quand j'ai placé ici mon emprunt hypothécaire, ça va toujours être la même chose. OK? Donc, le montant qui diminue mon emprunt hypothécaire, c'est le montant de mon capital. OK? Donc, dans ce cas-ci, c'est l'orange. La portion de la dette de l'intérêt sur la dette à long terme, c'est l'intérêt que j'ai calculé ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est le vert. Puis finalement, le montant qui va sortir de ma caisse, donc c'est mon montant de paiement. OK? Donc, c'est ici. OK? Donc, si je faisais le suivi de ma dette, donc, mon emprunt hypothécaire avant l'emprunt était de 79 000. Donc, j'ai maintenant fait un paiement de 456,42. Donc, mon solde est maintenant de 78 543. OK, donc maintenant, pour cette écriture-là, je vais venir la répéter à chacun de mes paiements. OK, donc ici, ce sera toujours les mêmes
ça va toujours être les mêmes comptes. Donc, emprunt hypothécaire, intérêt en caisse, c'est même le même libellé, en fait. OK, donc pour le 30 juin, c'est ceci. Puis, ça va être la même chose également pour le 31 juillet. OK, donc à la fin du mois, toujours les mêmes comptes. OK, qu'est-ce qui se trouve à changer? C'est mes soldes. Donc, encore une fois, mon emprunt hypothécaire, le montant qui va être diminué, c'est le montant de mon capital. L'intérêt, OK, c'est celle-là ici. Puis, le montant qui sort de ma caisse, donc c'est toujours mon 917. Même chose pour en date du 31 juillet, qui est ma date de fin d'année. Donc, ma portion de l'emprunt hypothécaire, c'est ma portion capitale. La portion de l'intérêt, c'est ma portion ici. Puis, l'encaisse, c'est le paiement. Okay, donc, j'ai comptabilisé mes paiements qui sont présentés. Donc, il me reste 2 écritures à venir faire ici que j'avais identifiées. Donc, c'est mon écriture d'entretien et réparation du mois de juillet. OK, donc mon écriture d'entretien et réparation. Donc, le compte, c'est entretien et réparation. Et donc, on n'a pas le détail de l'entretien et réparation, donc on ne sait pas si ce serait une dépense, ça peut être une dépense qui serait capitalisable ou pas. On se rappelle que pour qu'une dépense soit capitalisable, qu'elle soit ajoutée au coût de l'immobilisation, il faut que ce soit une dépense qui permette d'améliorer le potentiel de service de l'immobilisation. Donc là, comme on n'a pas de détails ici, on va le mettre tout simplement dans le compte d'entretien et réparation, qui est un compte de charge. On va avoir de la TVH sur ce montant-là. Donc, l'entretien et réparation, on est à 8500. 8500, pardon. 8500. Pour la TVH, on va faire 8500 multiplié par mon taux de TVH que j'ai écrit ici. Donc, de TVH. Donc, ça dit que ça a été payé comptant. Donc, on va venir rechercher ma caisse ici. Et on a la somme. OK, donc, comptabilisation. Les frais d'entretien de l'équipement. Je vais juste venir remettre ça en italique, là, ici. OK. Donc, finalement, qu'est-ce qui me reste à comptabiliser? Ma dernière écriture, qui va être une écriture de régularisation. OK, c'est l'amortissement. Donc, l'amortissement de mon équipement, donc le compte amortissement équipement, qui est un compte de charge. Amortissement cumulé, équipement, qui est un compte d'actifs. OK, donc, comptabilisation de l'amortissement. En fin d'exercice. Donc, maintenant, pour le calcul de mon amortissement, donc, ça me disait ici que c'était l'amortissement linéaire 10 ans sans valeur résiduelle. Donc, je vais venir prendre mon coût que j'ai mis ici. Je vais quand même faire le calcul au long. Moins, je vais mettre 0 parce que ma valeur résiduelle est de 0, divisé par 10 ans, okay, qui est ma durée de vie. Et donc, c'est ici, ça me donnerait ma charge d'amortissement annuelle. Mais dans ce cas-ci, okay, j'ai seulement 3 mois sur 12. Okay, donc, je l'ai acquis en mai, le 1er mai. Donc, j'ai le mois de mai, de juin et de juillet. Donc, 3 mois sur 12. Donc, j'ai 1975. Et voilà. OK? Donc, c'est ce qui conclut mes écritures. Donc, maintenant, si je reviens à la présentation de mon bilan et de mes notes complémentaires. Donc, je vais commencer ici par la section des notes complémentaires, venir indiquer les informations que j'avais mis en jaune tout à l'heure que je voulais placer. Donc, au niveau du coût de mon équipement, OK, donc c'est le coût que j'ai capitalisé. Okay, donc, c'est le montant que j'ai mis à mon compte d'équipement. Au niveau de l'amortissement cumulé, donc j'avais pas de solde de l'année passée, donc mon amortissement cumulé est à 1975. Donc, la valeur comptable pour mon immobilisation va être de 77 025, donc la différence entre mon coût et mon amortissement.
Étant donné que je suis dans les états financiers, j'oublie pas ici de retirer les décimales. Et donc 77 025. Maintenant, au niveau de l'emprunt hypothécaire, ici on se rappelle qu'il fallait que je vienne indiquer le montant du paiement. Le montant du paiement, c'est 917,26. Okay, donc je vais venir ici. 917,26 $. OK. J'ai complété cette information-là. Je vais venir mettre ça en blanc ici. Ensuite, le solde de ma dette à long terme. OK, donc le montant ici que je viens mettre sur la première ligne, c'est mon montant total en date du 31 juillet. OK, donc en date du 31 juillet, le solde de fin est de 77 626,73. OK, donc ça c'est placé. Ensuite, ici, OK, je dois venir présenter la portion qui est due dans les 12 prochains mois, qui va devenir la tranche de la dette à long terme échéant à court terme. Puis, la différence va être ma dette à long terme. OK, donc si je regarde mon tableau maintenant, OK, donc, en date du 31 juillet 2023, je dois 77 622,73. OK, l'année prochaine, dans un an, le 31 juillet 2024, je vais devoir 71 866 et 89. Donc, ça ici, OK, c'est le montant de ma dette à long terme. C'est la portion que je dois dans plus que 12 mois. OK, donc c'est la portion que je dois dans plus que 12 mois. OK, le 71 866 et 89, c'est la portion que je vais devoir dans plus que 12 mois. OK, donc, dans ma portion ici de ma dette à long terme, c'est le montant que je vais venir présenter. OK, donc c'est mon montant en date de l'année prochaine. OK, donc si actuellement mon solde est 77 622,73, ça c'est le montant total que je dois. Puis ça c'est le montant que je vais devoir au-delà de 12 mois. Donc la différence est le montant que je vais devoir à court terme. OK, donc la différence est le montant que je vais devoir à court terme. Je vais changer les décimales. Ils veulent pas. OK, donc ma tranche de la dette à long terme échéant à court terme, si vous regardez ici, OK, ce sera le total de ma section capitale ici. OK, donc si je fais le montant ici, le 5 755,83, c'est ma portion capitale. OK, donc si je fais la somme ici de ces montants-là, OK, qui est la portion capitale, donc qui est le montant que je vais attribuer à ma dette, c'est ça me donne exactement le même montant. OK, donc c'est logique, là. Donc, le solde au-delà de mes 12 mois, moins le solde en date de cette année, ça me donne également, là je l'ai fait à l'envers. OK, donc ça c'est les paiements qui vont être faits pour mon année 2024. OK, donc c'est ce que je viens de présenter dans ma note aux états financiers. Maintenant, pour les prochaines années, OK, je vais faire la même chose. OK, donc pour mon année 2025, OK, je vais faire la différence entre mon solde en 2024, moins mon solde à la fin de l'exercice 2025. Et puis, je vais pouvoir faire ça, ainsi de suite. OK, donc, je peux tout simplement venir coller ma formule. OK, juste m'assurer que ça a bien fonctionné. OK, donc, ça, c'est pour mon année 2025. OK, donc, juste pour être sûr, donc c'est pour mon année 2025. Ça, c'est pour mon année 2026. OK, donc, maintenant, ce qui me reste à faire dans ma présentation de ma note, OK, ça va devenir placer ces montants. OK, donc le montant pour mon année 2025. 2025, c'est ici.
le montant pour mon année 2026, le montant pour mon année 2027, OK, donc on va enlever les décimales. Et voilà. Et donc, ça c'est bon pour ma note. Donc, toutes mes informations dans ma note sont bien présentées, mes notes sont complètes. Donc, ce qui me reste à faire, c'est regarder la présentation pour ici. Encore une fois, on va mettre les formes. On va enlever les décimales, étant donné qu'on est dans les états financiers. On va venir mettre un signe de dollar au début de la colonne ici. Ensuite, donc, tout m'a l'air beau. Donc, mes écritures sont correctes. J'ai 2 décimales. Parfait. OK, donc, tout me semble bien. Donc, j'ai bien comptabilisé et présenté ma dette à long terme dans mes états financiers.